Bonjour à toutes et tous. Je voudrais d'abord vérifier si les personnes à distance m'entendent correctement. Si vous pouvez faire un petit pouce ou quelque chose pour nous dire si tout va bien. C'est OK? Très bien. Donc bonjour aussi aux personnes qui sont à distance. Donc nous allons démarrer ce nouveau débat et controverse du JIS Eurolab. Donc je souhaite à tout le monde la bienvenue. L'idée de consacrer un débat et controverse du JIS Eurolab à la Commission européenne nous est venue assez vite et nous a paru d'autant plus indispensable qu'en raison de l'actualité française depuis la dissolution du mois de juin et de l'autre côté de l'actualité internationale, et je ne parlerai que des élections américaines, mais vous connaissez les autres événements, et il nous est vraiment apparu que toute la question de la vie institutionnelle et politique de l'Union européenne est tombée dans un néant, dans un vide médiatique. C'est quand même très frappant qu'un événement aussi important, et puis enfin, frappant, compréhensible évidemment, hein, mais que ce soit tombé complètement dans les oubliettes, y compris, hein, je dois le dire, chez un certain nombre de chercheurs, dont moi. On a eu l'impression qu'on n'a pas eu le temps de s'occuper de ça, de suivre les auditions, etc. Donc l'idée était vraiment de faire quelque chose, et il nous semblait que bien sûr le GIS était le lieu pour le faire. Voilà, pour se poser toute une série de questions, notamment parce que l'élection parlementaire a modifié un certain nombre Ouais, d'équilibres politiques. Et c'est vrai. donc, ça ne pouvait pas ne pas avoir d'impact sur la composition de la future commission et bien sûr sur le projet politique qu'allait porter la commission von der Leyen 2. Donc, on a voulu reprendre le fil de ce processus de désignation des commissaires, de la formation du collège. Et pour ça, nous avons donc sollicité, et je les remercie vraiment chaleureusement d'avoir accepté, deux collègues, évidemment, qui nous semblent parfaits pour proposer leur regard sur cette Commission européenne. Donc, à ma droite, pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, Valérie Michel, qui est juriste, qui est professeure à Aix-Marseille Université, et qui est aussi, par ailleurs, la présidente de l'AFE, qui est l'Association française d'études européennes. Et puis, à ma gauche, Didier, je vais vous montrer le tout dernier livre qui vient de sortir. Je ne sais pas si vous le voyez à distance, sur The Changing Topography of EU Administration, qui est vraiment tout frais là. C'est une question de jour. Et donc, Didier est politiste, professeur à l'Université Paris 1 et au Collège d'Europe et membre de l'IUF. Donc, je les remercie vraiment d'être venus nous rejoindre, d'avoir accepté l'invitation pour que nous puissions traiter ensemble de cette question. Alors, on a un peu discuté, hein, tous les trois, pour voir comment traiter. On ne peut pas tout traiter aujourd'hui, bien sûr. Peut-être que d'ailleurs nos discussions appelleront un autre séminaire, mais il nous a semblé qu'il y avait trois questions qui semblaient mériter discussion aujourd'hui avec vous, qui probablement d'ailleurs ne donneront pas lieu au même développement sur le plan quantitatif. Mais le premier temps sera consacré à un retour sur le processus de désignation et d'audition des commissaires. Voilà, comment, dans quel contexte, dans quel but Ursula von der Leyen a choisi les membres du collège. Est-ce que le choix s'explique et de quelle manière et jusqu'à où le choix des commissaires s'explique par le résultat électoral, ou quels sont les autres facteurs qui jouent dans le choix des commissaires, qui ont joué. On sait qu'il y a eu beaucoup de tractations politiques. Alors, ça a été médiatisé, c'est vrai, surtout autour de noms comme Teresa Ribera ou Raphaël Fito, mais il y a eu d'autres choses. Donc, quels sont ces facteurs qui ont joué? Comment se sont passées les auditions? Voilà, et beaucoup d'autres questions. Donc, le premier thème, hein, le premier moment d'échange, je dirais peut-être à peu près la première demi-heure, elle va être consacrée à cette question du processus de désignation et d'audition des commissaires. Une deuxième chose qu'on voudrait essayer de faire, qui n'est pas forcément très simple non plus, mais essayer de faire émerger des idées, hein, plus que d'ailleurs un discours qui serait très construit. M'ont prévenu à la fois Valérie et Didier, c'est bon, faire émerger des idées, des questions qu'on voudrait partager avec vous. Donc le deuxième temps sera consacré plutôt à essayer de réfléchir à la répartition des portefeuilles. Ça pose à la fois une question de personne et une question de domaine, hein, de matière. Donc, sur la question de personnes, voilà, qui a été choisi, de quel groupe politique, de quelle nationalité. On voit bien qu'il y a forcément un équilibre entre des gens qui sont choisis pour leur expertise et leurs compétences ou pour leur appartenance politique. Il y a des nouveaux, il y a des anciens, des gens qui ont déjà été commissaires. On a vu aussi apparaître la question de la parité, qui est devenue cette fois-ci une question importante. Bon,
Et il y a beaucoup d'autres questions, je les laisserai tous les deux saisir cette question, mais il nous a semblé que la question de des personnes était importante. Et aussi, c'est peut-être plutôt Didier qui parlera de cet aspect-là, mais aussi dans la question des portefeuilles. Valérie me disait, moi je réagis en lisant ne serait-ce que les portefeuilles, à la répartition des tâches, mais rien que le nom, hein, la manière, les intitulés des portefeuilles, déjà appellent des questions. Et je voudrais réagir à ça. Donc, ce sera ce qui nous occupera là encore peut-être pendant une demi-heure. Et puis, ça amène au fond la question déjà de des portefeuilles. Pourquoi faire? Donc, quelle politique est en germe? Qu'est-ce qu'on peut déjà identifier comme possible orientation? Donc, ça nous amènera à la troisième question du programme de la nouvelle commission. Alors là, je crois que la difficulté est assez importante pour Valérie et Didier, parce que le programme, il est encore un peu embryonnaire. Il faut aller farfouiller, il faut chercher. Bon, on a des déclarations, mais voilà, qu'est-ce qui relève du pur discours et qu'il faut prendre au sérieux? Qu'est-ce qu'on trouve dans les lettres de mission, par exemple, que Ursula von der Leyen a adressées au commissaire? Voilà, donc on voit bien que c'est aussi, les choses avancent au gré de l'actualité. Hier, cette idée de la boussole pour la compétitivité, on voit émerger bien sûr toute l'importance du rapport Draghi. Qu'est-ce qui va rester du Green Deal? Quelle va être la place de la protection de l'état de droit dans tout ça? Donc, c'est aussi un exercice un petit peu de prospective qui, à mon avis, n'est pas très simple, mais voilà, ils vont essayer de le faire. Et donc, je les remercie beaucoup d'avoir joué le jeu et de nous donner leur temps et leur expertise. Donc, on va commencer, donc on va un peu alterner, du coup, les interventions, mais en commençant par cette première question sur le retour sur le processus de désignation et d'audition des commissaires. Donc, je crois que c'est plutôt toi, Didier, qui commence, et puis Valérie ajoutera, mettra des pop-up, comme disent les jeunes, dans, la présentation de Didier. Donc voilà, merci Didier, la parole est à toi. Ok, donc merci beaucoup pour cette invitation et puis merci au GIS parce que le GIS a été le mécène de cet ouvrage. Il en a financé en partie la traduction et la relecture en anglais et donc merci pour cela et à Anna Corsini qui en était la cheville ouvrière. Alors, on va d'abord commencer par parler des auditions et j'aimerais finalement les situer dans le contexte politique plus général, pour le dire en tout cas comme ça. D'ordinaire, les auditions sont une machinerie extrêmement réglée, on peut même dire un peu bureaucratisée, donc il y a toujours une tension entre à la fois un moment symboliquement fort de la politisation des institutions, parce que le Parlement se prononce, et puis en même temps une procédure qui est extrêmement réglée. J'y reviendrai si éventuellement c'est nécessaire, mais je veux aller directement à l'essentiel et dire que cette fois-ci, les choses se sont passées de manière assez surprenante à au moins trois titres. D'abord, il y a eu de très très vives tensions autour de l'audition de la commissaire espagnole, qui a fait l'objet d'une véritable bronca, ce qui n'arrive jamais, et qui a donné à voir une collusion manifeste entre la droite et l'extrême droite. D'accord? Donc ça, c'est quand même un point assez nouveau. Par ailleurs, c'est la première fois, ça ne vous a pas échappé, depuis 2004, qu'il n'y a pas de censure, d'une certaine manière, de candidature. Et donc là, le Parlement a avalisé dans son ensemble la liste qui était proposée par la présidente de la Commission, incluant donc, là encore, pour la première fois, un commissaire d'extrême droite, appartenant donc à Fratelli d'Italia, Fitto pour ne pas le nommer, et qui est plus encore un vice-président de la Commission. Donc on a affaire, là encore, à quelque chose d'assez surprenant. Et puis, dernière surprise, là aussi, du point de vue institutionnel, ça a relativement peu été noté, mais je pense que c'est quand même un point extrêmement notable. C'est la première fois que la présidente de la Commission est mieux investie que son collège. Là, on a eu une majorité extrêmement faible à 10 voix près. Pour vous donner un ordre de comparaison, lorsque Ursula von der Leyen a présenté son premier collège en 2019, l'investiture du collège avait une très très large majorité, plus de 300 voix par rapport à la sienne, donc c'était énorme, alors qu'ici, on est dans un rapport à plus 10 voix, ce qui est véritablement extrêmement faible, et elle-même a été bien mieux investie avec 450 suffrages, un peu plus, 454 contre 370. C'est la première fois. D'habitude, le moment du collège est un moment de manifestation d'un consensus large.
Alors, comment comprendre tout ça? Je pense qu'il faut, j'ai pas mis mon truc. Il faut, d'une certaine manière, prendre un peu de distance avec, je pense, une lecture exclusivement parlementariste pour avoir comment dire, une posture que j'appellerais, ou une lecture des institutions qui est un peu plus relationnelle, multiniveau, et qui est sensible aux effets de temporalité politique à la fois longue et courte. Je pense que c'est extrêmement important ici parce que mon hypothèse, en tout cas ce que je veux développer ici, c'est que ce qui s'est passé est en fait surtout le fruit d'un ensemble de déplacements politiques successifs qui ont eu lieu au sein des États membres, notamment avec une séquence de moyen terme de virage électoral à droite et à l'extrême droite qui a fondamentalement contribué à changer les calculs politiques au profit d'une dynamique politique de droitisation sans précédent. Je pense que c'est un élément important parce que cette dynamique n'était pas complètement prévue le soir des élections, mais aujourd'hui, elle contrebalance ce que j'appellerais les équilibres plus routiniers des institutions européennes autour de ce qu'on avait l'habitude d'appeler une coalition pro-européenne qui aujourd'hui est un concept dont on peut se demander s'il n'est pas obsolète. Il a toujours été plus ou moins contestable, je pourrais y revenir, parce que je ne crois pas dans l'existence de vraies coalitions au Parlement européen, au sens où il y a beaucoup de coalitions au cas par cas. Nonobstant, ici, on est véritablement dans une autre configuration. J'aurais tendance à dire que la fraction politique du champ institutionnel européen se transforme en champ oscillant plutôt qu'en champ dipolaire, comme on le dit en matière d'électricité, qui opposait plus classiquement un centre et une périphérie. Il ne vous a pas échappé non plus qu'on peut se demander si, là encore, le concept de cordon sanitaire n'était pas tout simplement en train de devenir obsolète. Alors, pour expliquer ce phénomène, je pense qu'il faut partir des élections européennes et dire que au soir des élections, en réalité, si on se concentre simplement sur les résultats électoraux, la plupart des commentateurs considéraient qu'il y avait une petite accentuation à droite, mais il y avait une sorte de soulagement au sens où on n'avait pas de raz-de-marée à l'extrême droite. Et certes, il y avait des ajustements à l'intérieur de cette soi-disant coalition pro-européenne, mais pas de franche révolution. Le PPE sortait vainqueur, ce dont d'ailleurs c'est tout de suite félicité Ursula von der Leyen dans les minutes qui ont suivi l'annonce des résultats. On voyait Renew perdre beaucoup et les écologistes perdent beaucoup, donc une configuration interne changeante, mais pas véritablement de révolution. Il semble néanmoins que ce diagnostic minimisait en réalité plusieurs incertitudes importantes. Première incertitude, les groupes ne sont pas faits le soir des élections. Or, vous avez toute une série de ralliements qui s'opèrent, de constitutions de groupes qui se sont opérées effectivement, notamment début juillet, et qui ont substantiellement quand même transformé la donne. Deuxième élément, la dissolution. En France, ce n'est pas simplement un événement français, je veux vraiment insister là-dessus, mais c'est vraiment un événement européen, parce que je pense que cette dissolution a correspondu à l'effondrement brutal, ou la dévaluation brutale, disons, du capital politique d'Emmanuel Macron, à la fois au Conseil, mais aussi en tant que soutien de Renew. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pour mémoire, souvenez-vous qu'en 2019, il était qualifié de faiseur de roi, de personnalité centrale, etc. Là, avec la dissolution, les partenaires européens ont un gros doute sur ce que sera la stabilité. Au mois de juillet, au mois de juin, tout le monde est convaincu que la force qui va arriver au gouvernement, le plus probablement, sera le Rassemblement national. Donc, vous imaginez évidemment ce que cette lecture de la situation peut faire dans les têtes de la plupart du personnel politique européen et pas seulement français.
J'insiste pour dire que cette dévaluation du capital politique d'Emmanuel Macron, est d'autant plus forte et préoccupante que dans le même mouvement, vous avez un Olaf Scholz qui, grosso modo, lui aussi apparaît comme très faible. Ça veut dire qu'au-delà même du cas de la France, c'est le couple franco-allemand qui est quand même, malgré tout, une sorte de point focus des ralliements et des grilles de lecture des acteurs qui apparaît comme démonétisé. Je pense que ça a eu un effet extrêmement important dans le changement des calculs et dans le fait que, d'une certaine manière, cette situation a véritablement débridé la lutte pour le leadership politique ou son rééquilibrage, notamment entre la droite et l'extrême droite. Alors, je pense qu'ici, il faut quand même avoir en tête la séquence incroyable quand on en fait l'inventaire qui a existé depuis l'arrivée au pouvoir de Madame Meloni en Italie. Bascule à l'extrême droite de l'Italie, en tout cas dans une coalition où l'extrême droite est majoritaire. On a au même moment en Suède bascule de la Suède avec un gouvernement, là encore, de coalition entre la droite et l'extrême droite. En avril 23, on a bascule de la Finlande, là aussi, avec une coalition de droite et d'extrême droite. En 24, le Portugal, qui était considéré comme le modèle précisément de la gauche et un peu une figure d'espoir, en tout cas, et beaucoup au Parlement européen qui s'appuyait dessus au Conseil, lui aussi tombe, pas à l'extrême droite, mais à droite. En septembre 23, Fico revient au pouvoir. Et puis, il y a évidemment les Pays-Bas, hein, novembre 23, second pays fondateur, très important après l'Italie, qui lui aussi passe dans une coalition dominée par l'extrême droite. Si là encore, vous ajoutez au soir des élections législatives, la Belgique, De Croo perd les élections et celui qui est anticipé est Bart de Wever, de manière surprenante, était presque présenté comme un centriste aujourd'hui, alors que c'est très loin d'être le cas, en tout cas il y a 10 ans, et qui surtout est quand même ECR. Hein, et donc, par la suite, on a la bascule. Donc, rendez-vous compte de ces mouvements de fond, précisément dans les États membres. Ça a une conséquence au Conseil évidente, puisque les sociodémocrates n'ont plus que 4 sièges. Or, le Conseil, comme vous ne l'ignorez pas, est prépondérant, précisément dans la proposition des commissaires. Hein. Donc, on sait qu'il va y avoir un effet fondamentalement mécanique ici. Or, d'une certaine manière, il y a un peu d'inertie qui fait que les coalitions se montent avec du temps, particulièrement en Belgique, c'est vrai, mais ailleurs aussi, qui fait que, grosso modo, le processus de nomination n'a pas été complètement affecté et que dans le cadre des accords de coalition, vous avez eu précisément un peu de souplesse qui fait que la place de l'extrême droite au Conseil n'est pas aussi importante qu'elle l'est électoralement dans les pays membres. Mais quand même, ce sont eux qui donne le ton. Et puis, deuxième élément, on voit bien depuis plusieurs années, et en tout cas depuis 1 an ou 2, que l'attitude du PPE au Parlement européen a fortement changé. Il y a véritablement une doctrine. Hein, on peut relire ici l'article de Klaus Welle, notamment dans Le Grand Continent, qui est un excellent article, hein, je pense qui fait le point sur une nouvelle doctrine, en tout cas du PPE, et qui montre que effectivement la relation, notamment avec l'ECR, doit être terminée. Alors il y a plusieurs éléments à ça. Il y a une lecture de la conjoncture politique. Il y a aussi une attitude structurelle du PPE qui avait déjà, bien des années avant, intégré Forza Italia, qui n'était pas précisément la démocratie chrétienne. Hein. Et donc, on sait qu'il y a toujours une forme d'ajustement ici qui est complètement renforcée dans la conjoncture. La lecture, grosso modo, que fait, je pense, Weber, dont on peut interpréter, en tout cas la lecture donc, que fait probablement Weber de la situation politique, et il est en position de superforce au regard précisément de la double majorité au Conseil et au Parlement européen, et que d'une certaine manière, il peut quasiment se passer des socialistes. Ce qui est vraiment quelque chose d'assez, là encore, nouveau, sachant que
Renew apparaît dans une position un peu de soumission structurale, si je peux dire comme ça, compte tenu de sa situation à la fois électorale et là encore de l'affaiblissement de Macron. Alors, on a vu cette situation politique être testée. Vous savez, c'est ce qu'on appelle des jeux tests en sciences politiques, c'est-à-dire que sur des micro-théâtres, en fait, les rapports de force, d'une certaine manière, s'expérimentent. Michel Daubry a repris ça de T.C. Schelling notamment, et donc il y a plusieurs éléments qui se passent autour de la question de la déforestation, autour du question de la Venezuela, etc., où on voit que il y a une véritable bascule, y compris avec des moments d'euphorie parlementaire où la majorité de droite et d'extrême droite se retrouvent. Alors évidemment, on peut avoir une question ici, est-ce que ce qui se passe au Parlement est complètement aligné à ce que voudrait Ursula von der Leyen? Ce n'est pas complètement sûr a priori. Au sens où elle a au départ fait au contraire des efforts pour intégrer les écologistes dans sa majorité, et elle l'a attesté d'une certaine manière dans le fait que Philippe Lamberts, qui est la figure de proue des écologistes, a intégré son cabinet en tant que conseiller politique. Donc c'est quand même un signe, là encore, fort de son point de vue. Mais en même temps, cette situation change aussi sous l'effet des mouvements de l'extrême droite, dans la mesure où vous avez eu toute une recomposition puisant dans les non-inscrits. Je pense que notre grille de lecture était un peu fausse, c'est-à-dire que les non-inscrits nous arrangeaient bien d'une certaine manière. C'est une sorte de wishful thinking, alors que bon, les spécialistes, Nathalie Braque notamment, avaient alerté là-dessus en disant attention, parce que il faut voir qui compose précisément ce pseudo-groupe. Et en effet, eh bien, dans le courant, si vous voulez, de cette séquence, eh bien, on a la formation d'un groupe patriote qui devient le troisième groupe. Donc ce n'est pas rien dans les équilibres parlementaires, et de l'ECR, là aussi, qui devient le quatrième groupe. Qu'est-ce que ça veut dire dans la hiérarchie à la fois symbolique et pratique au fond de la politique au Parlement européen? Ça veut dire que Renew est déclassé précisément de la troisième à la cinquième place, et les Verts sixième, très très proche de la gauche, la left, d'une certaine manière, dont on sait qu'elle n'est pas particulièrement prépondérante dans les équilibres, même si il y a quand même du travail de leur part, il faut le dire. Donc, je pense que cette conjoncture politique va expliquer d'une certaine manière ce qui se passe au moment des élections, sachant qu'il y a un événement extérieur qui n'échappe à personne et surtout pas à la droite espagnole, c'est la catastrophe de Valence, qui fait que, grosso modo, on sait, je ne l'ai pas signalé, mais dans le rapport de force au Conseil, l'Espagne est certes toujours social-démocrate, mais ça se joue, c'est une coalition qui se joue à un cheveu. Et puis en Roumanie, social-démocrate aussi, mais avec une épée de Damoclès dans le contexte des élections présidentielles dont on a pu observer les effets récemment. Donc, la situation espagnole étant fragile, évidemment que la droite, alliée avec l'extrême droite, utilise d'une certaine manière les inondations pour essayer de faire tomber précisément la commissaire espagnole. Et là, vous avez un coup à plusieurs bandes, ou un empilement des calculs, si on peut le dire comme ça, au sens où la gauche fait naturellement pression pour éviter que Fito et le commissaire hongrois intègrent la commission, mais vu la pression qui est mise précisément sur la commissaire extérieure, il est assez clair que on peut penser qu'au sein du PPE, l'état-major autour de Weber a pensé que là, on avait une utile monnaie d'échange pour faire en sorte de préserver la coalition et surtout de le faire dans le temps imparti. Vous avez toute une lutte sur le temps. À un moment donné, on essaye de gagner une semaine, etc. Parce que Ursula von der Leyen veut pouvoir commencer à travailler rapidement et le PPE aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Au moment des élections, on a une partie de la procédure routinière, d'une certaine manière, qui perdure tout au début. Et puis, donc, avec un doute et le report, en particulier, de l'audition du commissaire hongrois. C'est assez classique.
ici, en disant, bon, il y a quand même toute une série de choses sur la santé dont il ne devrait pas précisément avoir le portefeuille. Et ça fait partie des accords traditionnels entre groupes. Mais, petit coup de Trafalgar, la présidente du Parlement européen qui décide de l'agenda, et dont je vous rappelle que là encore, si on compare la situation à 2019, c'était Sassoli qui était président du Parlement européen lors des auditions de sa 19. Là, c'est Metsola du PPE et qui est en plus dans une position de force extrême, en tout cas son capital politique, lui, est au meilleur parce qu'elle est la présidente la mieux élue de toute l'histoire du Parlement européen, le tout dans un deuxième mandat. Donc là aussi, vous avez des calculs un peu débridés en disant, tiens, et si nous mettions l'audition de la commissaire socialiste en queue de peloton, on ne sait jamais, c'est naturellement une spéculation de ma part, mais on peut penser que dans le cadre de ce calcul, évidemment, tout peut se dérouler normalement, et puis, enfin, précisément, on envoie la cavalerie, et ici, en tout cas, cette grosse pression de la droite et de l'écrasante. Donc ça, c'est une interprétation, hein, évidemment, mais on est dans une configuration d'un jeu dont on voit que les calculs sont extrêmement politisés autour, effectivement, d'une droitisation. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à la fin, et j'en termine là, précisément, on a le consensus qu'on a eu, cette tension est extrême. Là encore, quand vous faites, beaucoup d'entre vous sont sur le terrain et vous voyez des gens du Parlement, les gens vous disent on n'a jamais vu ça depuis 20 ans, et les bruits de couloir qu'on entend sur ce ne sont là encore que des bruits de couloir, mais enfin souvent ils ont quand même une part de vérité, sur les relations directes qu'il y a eu entre les présidents de groupe, c'était apparemment d'un niveau de violence verbale, hein, mais qui était, voilà, enfin, encore que moi j'ai eu des interviews, on m'a dit, ouais, on était limite à venir aux mains, ce qui au Parlement européen, vraiment n'arrive pas. Mais bon, qu'est-ce qui fait que précisément on a une issue de cette tension? C'est l'intervention des chefs d'État et de gouvernement. Sanchez intervient pour calmer Irache Garcia Pérez, la présidente du groupe SND, en lui disant tant pis, on laisse tomber, mais on va surtout pas perdre notre commissaire. Donc, voilà, on avalise la liste. Et puis de l'autre côté, vous avez Tusk et Mitsotakis qui vont intervenir en fait auprès de Weber en lui disant allez, maintenant on arrête un peu la pression, on consolide cette liste parce qu'on a besoin que le travail de la Commission commence. Voilà, donc des situations assez extraordinaires qui prennent en compte, je pense, beaucoup cette bascule dans les États membres, autant que les élections européennes stricto sensu proprement dit, et qui va vers un changement des calculs et l'ouverture d'une lutte politique qui met en péril précisément le cordon sanitaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a déjà beaucoup d'éléments. Alors, Valérie, les pop-up. Voilà, la question que je me pose, c'est qui... Dans tout ce processus, qui a eu la main sur la délimitation des périmètres de portefeuille? Est-ce que c'est vraiment la tractation entre groupes politiques ou est-ce que ce sont les chefs d'État? Alors moi, traditionnellement, là aussi, j'ai pas entendu qu'il en fût complètement différent sur la désignation et le périmètre des portefeuilles. C'est vraiment la prérogative de la présidence de la Commission. Et en général, c'est ça. C'est son arme principale de négociation, avec précisément les chefs d'État et de gouvernement qui disent oui, on veut ça et on veut avoir. Et là, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Je pense que c'est elle qui les dessine à sa main et dans des overlaps qui sont aussi à sa main. Mais on y reviendra. Et alors, ce qui est intéressant, c'est les gages qu'elle a essayé de donner au Parlement beaucoup plus que dans les commissions précédentes. Si on prend juste le portefeuille bien-être des animaux. J'ai rien contre les bébêtes, mais ça se saurait si l'Union s'occupait vraiment du bien-être des animaux autrement que par le bien-être de l'humain. Mais en réalité, c'est en écho à une session plénière en 2024, au cours de laquelle Ursula s'est
petit peu fait rappeler à l'ordre que sa promesse de légiférer sur le bien-être des animaux dans le programme de la table à la ferme, 3 ans de retard. Et vraiment, là, elle s'est faite malmener. Et moi, quand j'ai vu apparaître les petites bêtes dans les portefeuilles, hop, écho, écho. Comme la mise en avant dans un portefeuille du tourisme, je veux bien. Mais voilà, c'est aussi en lien avec des résolutions du Parlement européen qui demandent à ce qu'on fasse beaucoup plus, et notamment sur la plateforme des réservations uniques que le Parlement européen appelle de ses voeux depuis pas mal de temps. Donc voilà, il y a une vraie... il y a des gages donnés au Parlement en communication ou non. Et d'ailleurs, quand on prend les lettres de mission, alors ça c'est un ravissement, les lettres de mission. Quand on compare celle de l'actuelle commission avec celle de la précédente commission, on voit fondamentalement le changement d'approche d'Ursula von der Leyen, et notamment cette insistance qu'elle a à indiquer au commissaire, votre présence au Parlement doit être permanente aux réunions de chaque commission en lien avec votre portefeuille. Vous serez en lien permanent avec les groupes de travail liés à vos activités, sous-entendant peut-être que la commission n'est pas au groupe de travaux ou de travail. Et du coup, je suis allée sur le site des statistiques de présence, etc. Non, les commissaires sont traditionnellement très présents dans les commissions, etc. Donc, ce n'est pas corriger une faiblesse de présence de la commission dans les commissions du Parlement européen. Là, c'est de la com, me semble-t-il, totalement. Et moi, j'ai l'impression... Bon, après, je reconnais que j'ai une certaine détestation de la communication politique et de la communication tout court, mais j'ai vraiment le sentiment que cette commission est une commission de com, énormément. Mais peut-être parce qu'elle ne sait pas encore comment elle va faire pour aller là où elle veut aller. Mais les mots des lettres de mission là-dessus sont très intéressants. Et c'est pour ça que j'étais intriguée quand tu as commencé en disant ce n'est pas une explication par le parlementarisme qui est... Mais il est là, peut-être plus que d'habitude, mais à cause, je pense, de ces jeux politiques au sein du Parlement, Ursula fait vraiment des méga clins d'œil au Parlement en disant on va vraiment travailler ensemble. Pour compléter, je dirais pas seulement au Parlement, c'est-à-dire c'est vraiment, il faut avoir en tête, tout particulièrement au PPE, qu'il y a cette doctrine de la double majorité. Majorité au Conseil et majorité au Parlement. Et c'est vraiment ça, la grille de lecture de la situation. Donc, les portefeuilles sont effectivement dessinés. Alors, il y a une fonction symbolique des portefeuilles, de la même manière qu'il y a une fonction symbolique des portefeuilles ministériels dans notre pays. Ça, d'une certaine manière, ça existe avec la politique. Hein. Donc là, ce qui est un peu plus nouveau, c'est qu'on a l'impression qu'elle en fait un usage encore plus abondant, et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a une présidentialisation de la commission qui fait que cette fonction de communication devient, je pense, encore plus importante. Mais là, vous avez des jeux, par exemple, le bien-être animal. Vous avez toujours dans une commission, il y a des portefeuilles qui apparaissent comme un peu moins importants, qui permet aussi de donner, malgré tout, ce qu'il faut à certains pays. Je pense que la question du tourisme n'est pas complètement au hasard. Il est probable qu'en Italie, en Grèce, on fut très content de cette consécration de la thématique, etc. Donc voilà, c'est Parlement et Conseil. Sauf que, par exemple, sur le bien-être animal, quand tu lis la lettre de mission, pas grand-chose. Donc, on voit bien que c'est une forme d'affichage. Parce que vraiment, c'est une mine s'il y a des jeunes qui suivent à distance et qui veulent avoir des objets de recherche pour un mémoire de M2 ou autre. Travailler les lettres de mission, c'est un ravissement parce que on voit bien, même pour le tourisme,
que sont des gages donnés, mais que derrière, il n'y a pas un vrai plan normatif d'action, programme d'action. Enfin, il y a pour le moment pas grand-chose. Il y a peut-être une question en t'entendant rappeler, ça me semble effectivement un élément tout à fait important, cet effondrement de Macron, mais aussi de Scholz. Est-ce que ça a eu un impact sur la latitude dont a disposé Ursula von der Leyen, pas seulement comme présidente de la Commission, mais comme allemande? Est-ce que ça a changé quelque chose? Comme présidente de la commission, c'est sûr. Hein, je voulais y revenir plus tard, mais on peut le faire dès maintenant. Là encore, si on raisonne en termes de configuration et notamment de triptyque, les élections nationales que j'évoquais tout à l'heure, non seulement sont une bascule politique à droite, mais elles font que le personnel qui va siéger au Conseil est beaucoup plus jeune, d'une certaine manière, beaucoup moins expérimenté qu'il n'était naguère, alors qu'elle arrive précisément avec un deuxième mandat. Donc vous pouvez penser que, grosso modo, elle se sent beaucoup plus libre dans sa capacité à discuter avec le Conseil que précédemment. Les Marc Rutte, tout ça, les vieux routiers sont sortis. Donc il reste quand même tous que... Voilà, et le plus vieux, c'est Orban, hein, donc qui est quand même dans un coin. C'est pas lui qui va, grosso modo, gêner beaucoup la scénographie, hein, donc, ou la chorégraphie. Donc si vous voulez, voilà. Je pense que là, il y a véritablement quelque chose. Et puis, on peut penser qu'à partir du moment où, comme tu le dis, Scholz a annoncé les élections et que Merz est quand même... Alors on verra, parce que vu ce qui se passe ces 2 derniers jours, je pense que les choses peuvent bouger aussi. Ça fait 2 fois en 3 jours qu'il fait péter le cordon sanitaire. Je pense que ça va quand même mobiliser en Allemagne, ou en tout cas, peut-être, en tout cas, réveiller précisément un électorat qui avait tendance à s'endormir. Mais il est clair que le fait qu'il soit en pole position, rendez-vous compte, vous avez une présidente PPE, un président du premier parti PPE allemand, une présidente de la commission PPE allemand et le plus grand pays précisément au Conseil qui risque de devenir lui aussi PPE. Difficile de penser que cette configuration-là ne change pas l'élaboration des calculs politiques. Alors, là encore, soyons prudents, parce que moi j'avais pris un peu la démission de Breton comme étant effectivement un indicateur de cette libération, si vous voulez, des calculs. Oui, mais enfin, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez négocié. C'est-à-dire, j'aurais une interprétation un peu différente aujourd'hui, au sens où je pense qu'il y a aussi un calcul de la part du président de la République qui veut mettre non pas un agent libre, comme pouvait l'être Thierry Breton, mais des gens sur lesquels il a précisément le contrôle. Et il est clair que avec le commissaire Séjourné, la relation sera évidemment directe, sans compter, et ça n'a échappé, je ne sais pas si ça vous a échappé, que le chef de cabinet adjoint d'Ursula von der Leyen est devenu en novembre l'ancien conseiller du président de la République sur les questions européennes. Et donc là, on a quand même un resserrement qui est assez intéressant. Merci. On passe au deuxième. De toute façon, il y a des va-et-vient, vous l'avez bien compris, hein, le découpage n'est pas du tout étanche parce que les questions des personnes, de portefeuille, de compétences, tout est lié. Donc voilà, si on aborde maintenant la deuxième grande question de ce débat et controverse, donc là, maintenant si on se focalise sur les portefeuilles, ce que on peut lire, hein, ne serait-ce qu'en lisant la liste des commissaires, les noms, les intitulés de portefeuille, qu'est-ce que vous nous dites? Je ne sais plus ce que vous avez décidé. Qui commence? C'est toi. Alors Valérie, à toi. Bien, merci. Alors oui, moi j'ai au début travaillé juste sur le petit organigramme qui était accessible et sur les intitulés de portefeuille. Et sur les intitulés de portefeuille, première approche, des surprises. Vraiment d'énormes surprises. Défense et espace. Alors là, je crois qu'on n'a pas le même traité, ou alors j'ai loupé une révision du traité. Mais moi, il me semblait que la défense faisait partie de la PESC et appartenait donc à un mode de fonctionnement radicalement différent sur lequel la Commission n'a pas la main. J'y reviendrai. Donc ça, c'est première énorme surprise que vient faire la défense là-dedans.
Après, ça se comprend. Un autre portefeuille, énergie et logement. Même remarque. En termes de domaine de compétences, le logement, si on prend le sommaire de la troisième partie du traité, rien. Enfin, il n'y a a priori pas de compétences de l'Union sur cette question-là. Donc, première impression, tiens, il y a des choses un petit peu surprenantes. Alors, la montée en puissance du tourisme et des bébêtes, j'en ai déjà parlé. Après, la disparition des valeurs en tant que telles, le tout noyé dans un bidule démocratie, justice, état de droit et protection des consommateurs. L'adjonction protection des consommateurs à démocratie et justice, c'était une demande récurrente du Parlement européen. Donc là, on a aussi ce petit clin d'œil au Parlement européen. Donc on retrouve, enfin, nos marques sont très déstabilisées. Alors c'est peut-être que je vieillis et que je m'adapte mal au changement. Mais après, quand on regarde les intitulés, où est la politique commerciale commune? Moi, je vois un machin, partenariats internationaux. On me dit, c'est là. Eh bien non, c'est pas dans le partenariat internationaux. Quand on lit les lettres de mission, c'est dans commerce et sécurité européenne. Bien. Donc déjà, il y a, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais il y a un dispatchage, si le terme existe. En tout cas, on a dispatché certaines politiques sur 2 ou 3 portefeuilles. Donc ça, c'est assez surprenant. Voilà le premier effet, des surprises. Pour essayer d'enlever cette surprise ou d'en comprendre, j'ai pris les lettres de mission, comme ce que je vous disais, c'est très, très intéressant. Et il y a deux passages dans les lettres de mission qui sont excessivement intéressants à mon sens. Ursula ne cesse d'indiquer que la structure du collège est celle à un temps donné et elle est susceptible d'évolution. Il faut être, je cite, souple dans l'affectation du personnel. Waouh! Alors, je ne sais pas si elle parle du personnel de la commission, c'est-à-dire les agents, ou si les commissaires sont un personnel. Collaborateurs. À ses yeux. Je pense que la deuxième interprétation transparaît quand même des lettres de mission, puisqu'elles se terminent toutes par un rappel. Ceci est votre mission aujourd'hui, mais la structure de la commission est susceptible d'évoluer. Alors la question que je me pose, et ça, je l'inciterai assez à avoir envie de faire évoluer la commission, juste pour voir juridiquement comment ça va se passer. Peut-elle modifier les portefeuilles en cours de mandature sans repasser par la procédure, puisque, après tout, le collège a été investi sur la base d'identification de personnes avec une structuration et des portefeuilles de la commission. Donc, voilà, pour le moment, on a une commission établie dont on lit qu'elle peut évoluer en fonction des besoins. Alors, les lettres de mission présentent des particularités par rapport à celles de la précédente commission. Cette mention de l'évolutivité de la commission qui n'était pas dans les lettres de mission antérieures. Cette volonté dont je parlais tout à l'heure, enfin cette demande faite au commissaire d'être très proche du Parlement, d'être en contact permanent avec le Parlement, ça ne l'était pas dans les lettres de mission précédentes. Et j'y reviendrai, gère un petit peu dessine un schéma de rapport interinstitutionnel comme le souhaiterait la présidente de la Commission européenne. Alors, sur le fond des portefeuilles, j'avoue que je n'ai rien contre M. Kubilius, mais alors voir apparaître ce commissariat, enfin cette DG, ce commissaire défense et espace est fascinant. Et à mettre en vis-à-vis avec la lettre de mission envoyée à la haute représentante.
Premier constat, les lettres de mission sont toutes fondées sur le même schéma, même pour la haute représentante. Alors, ce qui conduit à des choses un peu savoureuses, c'est-à-dire que la présidente de la Commission européenne incite les commissaires à veiller à la bonne application du droit de l'Union en actionnant, si besoin, les procédures d'infraction. Oui, alors en PESC, je les cherche, les procédures d'infraction. Donc, bon. Mais vous voyez, ça montre bien qu'elle considère la haute représentante exactement comme un commissaire, comme les autres. Et elle n'a de cesse de rappeler que tous les commissaires sont égaux. Sauf que c'est le problème de la double casquette du haut représentant qui la place sous l'autorité de la commission. Sauf que dans le traité, on dit bien qu'elle rencontre, le haut représentant est sous l'autorité du Conseil. Bien. Ensuite, sur les missions imparties. La haute représentante, on lui indique très clairement ce qui avait été le cas, avec une formule peut-être un peu plus directe à l'époque, dans la lettre de mission pour Joseph Borrell, c'est « vous travaillerez sous mon autorité, point barre ». Pour un haut représentant, ça me paraît un petit peu étrange. Alors, le commissaire défense, que va-t-il faire? Eh bien, il va vraiment marcher sur les pieds de la haute représentante, très clairement, je pense. On lui demande de travailler au renforcement de la mobilité militaire. Putain, la mobilité militaire. Putain, pour moi, c'est de la pesque, enfin, me semble-t-il. Une approche pan-gouvernementale. Alors, Ursula aime beaucoup le pan-gouvernemental. Une approche pan-gouvernementale de la circulation rapide du personnel militaire et de son matériel. Ça, c'est le commissaire défense. La haute représentante, on lui demande de préparer des débats réguliers sur des questions clés de politique étrangère, on en est fort aise, et de travailler sur les mesures restrictives et les sanctions en matière de contournement. Sauf que ça, c'est pilier, enfin, si on veut parler en ancien pilier, hein, c'est pilier CE, c'est pas pilier PESC, sauf la décision politique des sanctions, hein, mais la question du contournement, c'est dans l'espace pénal européen. Donc, très, très, très étrange, la haute représentante va devoir travailler avec le commissaire au commerce pour une politique économique étrangère. Bien. Donc, une manière assez étrange de concevoir la place du haut représentant et une valorisation du commissaire défense. Alors, après, je crois que ça se comprend. Et c'est pour ça que je te demandais, Didier, la place des États dans l'onction sur les portefeuilles, parce que le commissaire défense a en charge aussi l'énorme chantier qui est lancé depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est la construction de la base industrielle de technologie de défense européenne, la BITDE. Donc, ce sont les textes sur production de munitions, achat groupé d'armement, et là, le gros texte en débat sur la pérennisation des mesures d'urgence prises au lendemain de la guerre en Ukraine. Et la BITDE, c'est politique industrie. On a choisi l'angle industrie pour traiter d'un objet, l'arme, le matériel de défense qu'on aurait pu très clairement rattacher à la PESC. Après, en cherchant, en fait, qui a donné cette impulsion d'appréhender les questions d'armement en dépit de l'article 346 du traité qui dit que les questions d'armes relèvent de la compétence des États, mais tout ça, on s'en fout de la compétence des États. Qui a donné ce signal? C'est la déclaration de Versailles et le Conseil européen. Donc, ce sont les États membres qui ont eux-mêmes choisi de placer la question de l'armement sous le chapeau de la politique industrie et la Commission prend les initiatives. Et d'ailleurs, ça fait partie des très rares initiatives dans lesquelles, dans les chapeaux introductifs, on trouve très clairement répété
sur l'invitation des chefs d'État lors du Conseil européen. C'est-à-dire qu'à mon sens, on sent qu'on est sur une ligne de crête en choisissant cette base juridique. Donc, des schémas de portefeuille assez déroutants dans la mesure où les politiques sont dispatchées sur plusieurs portefeuilles et avec l'indication, j'empiète un peu sur le programme, mais peu importe, l'indication d'un commissaire qui sera le bras droit d'Ursula, c'est le commissaire au budget. Tous doivent travailler sous autorité Ursula Budget. Pourquoi? Parce que c'est la volonté d'avoir une commission d'investissement. Alors que dans les lettres de mission de la précédente commission, ça c'était très intéressant, Ursula von der Leyen voulait une commission géopolitique. Mais ça, elle l'a acquis. Je pense que la structuration de la commission d'aujourd'hui montre effectivement le brouillage des cartes entre, pour faire simple, les grandes questions de politique étrangère qui relèvent de la PESC et les questions communautaires. Dernier élément sur ces portefeuilles en lien avec les lettres de mission, la présidente insiste énormément sur les échanges qui doivent être faits entre DG et commissaires. Alors ça, c'est peut-être le reliquat des errances du passé où chaque DG était dans son tunnel et avait son précaré et le défendait avec force, mais c'est aussi en raison de cet éclatement des politiques sur plusieurs commissaires, ce qui, à mon sens, permet à Ursula de se positionner en supérieure, en présidente, puisque c'est elle qui va coordonner l'activité sur une question qui est à cheval sur plusieurs commissaires. Ensuite, bon, ça je l'ai déjà dit, une volonté de présence très forte auprès du Parlement européen. Et alors ça, moi, ça me fait toujours un peu sourire, mais elle demande aux commissaires européens d'être très présents dans les territoires pour parler aux citoyens et leur expliquer à quoi peut bien servir un commissaire européen. C'est un peu plus marqué que dans les précédentes lettres. Voilà, donc moi, c'est une structuration qui me déroute un petit peu dans la conception de ce qui relève fondamentalement de la Commission et la structuration des différentes politiques entre elles. Donc la question, et c'est à Didier de le poser, est-ce qu'effectivement ces observations, toi tu peux les expliquer notamment par des questions de personnes, de poids politique dans la désignation, voilà. Comment toi tu lis cette question de la répartition des portefeuilles? Ok, tout à l'heure, j'ai plaidé pour une interprétation relationnelle, multiniveau et sensible aux temporalités, donc très en phase avec cette topographie. Donc, c'est la petite minute de publicité supplémentaire. Je vais maintenant plutôt effectivement régresser sur mes obsessions, qui est la question de la morphologie, d'une certaine manière, de cette commission, en étudiant effectivement la trajectoire, au fond, et le statut ou le type de capital politique, précisément, dont ces commissaires sont dotés. Alors, je ferai trois variables, au fond, ou distinguerai en tout cas trois variables, ce qui relève vraiment de la variable partisane, bon, qui montre quand même un tournant sensible à droite. Une variable, je qualifierais plus sociopolitique, où on va voir que on a une commission assez singulière au sens où il y a peu de commissaires dotés d'un très fort capital politique, à l'exception des trois anciens premiers ministres, mais qui sont des pays baltes,
hein, donc, il faut aussi situer précisément la chose en termes de population, de PIB, etc., etc., évidemment. Hein. Et puis, il y a une dimension politico-organisationnelle. Et là, on sera très en phase précisément avec Valérie, parce que je pense que quand même cette commission est exemplaire de la poursuite ou de la continuité, du renforcement, de l'accélération du phénomène de présidentialisation, bon, qui est noté depuis plusieurs années par de nombreux collègues, mais dont je pense qu'il vit une période d'accentuation. Alors, premier élément, la commission est plus à droite que précédemment. C'est toujours très compliqué le comptage. Hein, en fonction de qui compte, vous avez des résultats différents. Donc, on dit 12 commissaires sont affiliés à la famille conservatrice du PPE. Oui, mais en réalité, il y en a deux à l'intérieur de cette famille qui ne sont pas PPE stricto sensu, mais ralliés à des coalitions PPE. Et par ailleurs, on sait que du côté des indépendants, il y a deux commissaires, en particulier le chypriote et évidemment Séraphin, le commissaire polonais, qui a été quand même la première main hein, de Donald Tusk, hein, donc qui est quand même très clairement le PPE, même s'il est compté en indépendant. Donc vous avez toujours autour des chiffres, attention quand même, enfin, bon, regardons ce que ces chiffres veulent dire. On a un Renew Europe avec 5 commissaires et 4 commissaires précisément rattachés au PSE, un CRE et le reste d'indépendants. Donc, premier élément, le PPE est en force, mais attention, pas de radicalisation, au sens où il y avait 14 commissaires PPE sous Juncker. Hein, finalement, bon, ça posait pas de problème. Pourquoi ça ne posait pas de problème? Parce que on était dans la configuration d'un équilibre, précisément par rapport aux sociodémocrates et à Renew. Ce qui fait problème ici, c'est la question de la relativité de cette force par rapport à un effondrement social-démocrate, puisqu'il n'y a que 4 commissaires social-démocrates, et effectivement un maintien relatif, bon, perte d'un siège certes, de Renew, qui fait que vous avez une bascule hein, qui s'opère au profit du PPE dans un moment où les indépendants sont, à l'exception de Šefčovič, qui était quand même un ténor hein, des sociodémocrates dans la période précédente. Hein. Il avait même été question précisément qu'il soit Spitzenkandidat, etc. Enfin bon, donc, et qui, là, compte tenu de la situation en Slovaquie, a été grisé précisément en indépendant. Bon, donc, on a vraiment un tournant à droite, mais qui est peut-être un peu moins radical, ou en tout cas qu'il faut proportionner ici. Ce qui est juste intéressant, quand même, je me suis livré à un calcul absurde. Hein, c'est vraiment en disant, tiens, et si on comparait à la représentativité au Parlement européen, bah, on sait que c'est le Conseil qui nomme, donc de toute façon, cette question de la responsabilité, bon, elle se pose dans un second temps, voire un troisième temps. Mais effectivement, bon, bah, le PPE, finalement, n'a pas beaucoup plus de sièges que ce qu'est sa majorité. Il a 26% au Parlement, il a 30% des sièges. Bon, c'est pas, je veux dire, c'est pas complètement scandaleux, hein, etc. Là où ça fait mal, c'est plutôt effectivement pour les sociodémocrates qui sont très en deçà de leur position. Alors, deuxième élément, qu'est-ce que les profils sociopolitiques nous disent précisément de cette commission? Je pense qu'ils nous disent plusieurs choses. Alors, on a beaucoup axé l'interprétation sur la question de la place des femmes, effectivement, qui est moindre que la fois précédente. Et ça a été interprété un peu comme une défaite de von der Leyen dans ses négociations avec les chefs d'État et de gouvernement. Oui, mais je pense qu'il y a eu d'autres victoires. Précisément. Alors, qu'est-ce qu'on observe? D'abord, on a une certaine modestie des profils des commissaires. Si on compare à la dernière commission, il n'y a plus de Timmermans, il n'y a plus de Breton, il n'y a plus de Vestager. Alors, seule Ribera, justement, mais qui est celle qui a été sous le feu de la critique la plus vacillante, hein, finalement, a un calibre politique ou un capital politique important. 3 anciens premiers ministres, là, comme je vous le disais, mais précisément tous des pays baltes.
Par contre, tous, ou en tout cas la place du capital européen, hein, vous connaissez, mais avant antérieur, je ne vais pas rappeler, mais ça consiste à montrer effectivement, est-ce que les gens auront plutôt une carrière politique nationale en tant qu'ancien ministre, etc., ou est-ce qu'ils montrent une socialisation avancée aux questions européennes? On montre que c'est une commission, effectivement, où on peut montrer que la socialisation européenne est assez importante. Il y avait deux héritiers la dernière fois, au sens où Ursula von der Leyen, chacun connaît la trajectoire de son père à la DG Concurrence, enfin en tant que chef de cabinet, puis à la DG Concurrence, et l'autre était Charles Michel. Bon, de l'autre côté du Conseil, là, il y a deux héritiers, puisque c'est effectivement la commissaire, la vice-présidente, autre représentante, Kallas, qui est elle-même fille d'un ancien commissaire. Donc il y a resserrement au sein de la commission, d'une certaine manière, de ce capital d'héritage. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut en faire, il ne faut quand même pas trop surinterpréter, mais c'est quand même un indicateur un peu important. Les commissaires indépendants qui sont les plus critiquables, d'une certaine manière, montrent un profil soit de technicien, soit une socialisation européenne extrêmement importante. Hein. Si vous enlevez l'appartenance ou l'étiquetage politique de Fito, vous regardez son parcours, il a consacré quasiment toute sa carrière politique aux questions européennes, quand il était à Forza Italia et en dehors. Bon, donc d'une certaine façon, vous avez là encore une assise autour, certes plus modeste politiquement, mais un peu un retour, si vous voulez, à la domination, en tout cas, ou la valorisation du capital européen. À cela s'ajoute que 6 commissaires, malgré tout, ce n'est pas rien, sont reconduits, donc avec une certaine, là encore, expérience. Il y a des ministres de Finances, beaucoup, mais d'une certaine manière, ce n'est pas discriminant par rapport à d'autres commissions. J'avais fait une hypothèse au départ en disant, oula, on va avoir une commission très austéritaire, parce que, etc. Bon, j'aurais tendance à tempérer aujourd'hui le chose en comparant aux autres commissions. Il y en a toujours eu, d'une certaine manière, ce n'est pas ici discriminant, en tout cas jusqu'à plus ample analyse. Par contre, et pour conclure, je vais quand même terminer sur le dernier indicateur qui, lui, me paraît vraiment intéressant et qui complète d'une certaine manière, ou va dans le sens surtout de ce que dit Valérie. C'est la structure politico-organisationnelle de la Commission va très clairement dans le sens d'une présidentialisation de la Commission. Comme vous le savez, depuis Juncker, vous avez eu un renforcement des prérogatives du président de la Commission sur les nominations du haut personnel de la Commission européenne, qui inclut désormais les directeurs et souvent en pratique va bien au-delà. On observe que Björn Seibert, le chef de cabinet de Ursula von der Leyen, est réputé avoir une force de fer au sein de la Commission européenne. Hein. Alors certes, moins en verve que le fut Zellmayer, hein, donc du coup moins critiquable parce que beaucoup plus absent de l'espace public. Mais en termes de force de contrôle sur la machine, en tout cas bon, de réputation ou à demi-mot, on apprend qu'il est quand même très fort. La secrétaire générale, et là encore, ce n'est pas, je pense, ce n'est pas inintéressant. Ilse Johansson, elle était ancienne VP et elle avait été 4 ans directrice, secrétaire générale adjointe la dernière fois, mais elle était nouvelle dans son poste et elle apparaissait un peu comme fragile. Aujourd'hui, elle a un mandat complet derrière elle de maîtrise de l'appareil du secrétariat général, dont on sait précisément l'importance accrue depuis des années. Donc ces facteurs vraiment institutionnels sont importants, et ce d'autant plus que pour avoir quelques perversions communes avec Valérie, c'est-à-dire qui consiste à lire les lettres de mission. C'est toujours très intéressant. En effet, je le redis pour les étudiants qui nous écoutent, quand vous regardez le portefeuille de Séraphin sur la question de la réforme administrative, dans le même temps qu'elle se renforce politiquement, on secoue un peu le spectre de la réforme administrative pour dire attention, on va avoir une réforme forte, notamment sur les questions de lutte antifraude, mais aussi sur les questions de ressources humaines. Ça veut dire, en gros, tenez-vous tranquille parce que je vous tiens par l'autre main de la réforme. Donc ça, c'est quand même un élément de force incroyable.
S'ajoute à cela, sur le plan politique, comme on le disait précisément, que la répartition des portefeuilles la place dans une position favorable parce que plus personne n'a le contrôle des directions en général. Et vraiment, c'est un point important que tu soulèves. Hein, ça veut dire qu'elle n'aura plus de Breton en face, c'est-à-dire quelqu'un qui peut contrôler, qui avait 3 directions générales et qui les contrôlait avec des bataillons à lui. Hein, ça, c'est terminé. Hein, et donc, ça, c'est quand même un élément extrêmement important. Et puis quand même, je m'interroge un peu sur le portefeuille de la commissaire espagnole Ribera, qui est quand même compétition et transition. Donc ça veut dire que là, on manifeste, enfin, on y reviendra tout à l'heure, un changement quand même, probablement un changement de paradigme autour de cette question de la compétitivité durable. Et on la met dans un truc quand même un peu compliqué. Hein. Donc certes, c'est très important, mais c'est simultanément compliqué et ça oriente d'une certaine manière la politique à mener. Et puis, dernier élément, Ursula von der Leyen n'est pas Ursula von der Leyen. Hein, encore, il faut prendre le... Ou Ursula von der Leyen 2 n'est pas Ursula von der Leyen 1. Là encore, il faut vraiment prendre en compte l'effet de la temporalité. Elle était jeune présidente, arrivée un petit peu par hasard dans les institutions. Elle est maintenant non seulement présidente qui n'est pas là par hasard, qui a été réinvestie pour la 2e fois, ce qui donne une force rare, mais en plus, cette fois-ci, elle a bien pris garde d'être Spitzenkandidat. C'est-à-dire que là, le lien avec le Parlement que tu signales, je pense, est extrêmement bien vu, parce que les choses s'emboîtent ici parfaitement. Et donc, comme je vous le disais, elle intervient face à un Conseil européen où là, le capital politique, pour le coup, est aussi composé de gens qui sont des primo-accédants et qui, grosso modo, ne maîtrisent pas complètement toute la logique et la chorégraphie, puisqu'on utilise beaucoup ce terme, en tout cas chez les diplomates, qui prévaut au Conseil européen. Reste enfin la question de son capital symbolique. Et là encore, Valérie, je te rejoins sur l'importance prise par la communication. On a une présidente de la Commission qui a commencé d'une certaine manière son premier mandat sous des formes très modestes, hein, au fond assez techniques, et qui, avec le Covid et surtout la guerre en Ukraine, a véritablement changé de statut. Et là, on est dans quelque chose qui a été un peu par moment quand même l'incarnation d'une chef de guerre. Hein. Et cette chef de guerre, c'est un peu quand même la prétention à l'autorité charismatique. Ça a été beaucoup dit pendant la campagne en disant qu'elle était une figure, etc., chose qu'on entendait beaucoup moins auparavant. Et là, bon, vous avez quelque chose, alors qu'on prête d'ordinaire plutôt aux hommes et à Weber qui est l'hubris politique, mais je pense que là, on a quelque chose d'assez intéressant. Or, nous sommes dans une conjoncture, notamment avec l'arrivée de Trump et de ses saillies virilistes, qui poussent d'une certaine manière, je ne sais pas si c'est un nouvel âge des charismes, mais qui pousse précisément à la focalisation sur des grandes figures. Et je crois qu'elle est en train précisément de ce qui, pour un président de la Commission, est quand même assez nouveau. Et juste en lien avec ce qui vient d'être dit, est-ce que cette montée en puissance d'Ursula von der Leyen qui essaye ce que vous avez dit, c'est qu'elle contrôle, hein, elle veut tout contrôler, hein, son collège, les personnes, est-ce que ça a eu un impact ou pas, ou est-ce qu'on est dans une parfaite continuité sur les vice-présidences exécutives? C'est une question que je me suis posée. Ou est-ce que c'est difficile de le lire? Et puis, est-ce qu'on reviendrait quand même un petit instant sur la question de la parité? Parce que c'était elle-même, hein, s'en était mieux en disant, écoutez, je vous ai demandé de me proposer le nom d'une femme et le nom d'un homme, qu'un certain nombre d'États n'ont pas joué. Et donc, si j'ai bien compris, mais bon, moi j'ai de l'info que de très loin, elle a essayé de négocier, notamment sur précisément le contenu du portefeuille pour convaincre certains États de proposer une femme. Donc voilà, est-ce que ça c'est relativement classique? Voilà, quelques mots peut-être ou réactions ou votre regard sur ça. Du coup, j'attaque. Je continue.
Alors, sur les portefeuilles de vice-présidente, là, je pense que justement, on donne quand même à voir le lien avec le Conseil, hein. C'est-à-dire que, grosso modo, bon, bah, voilà, c'est la transaction qui a été rendue quasi publique pour ce qui concerne le cas de la nomination de ces journées, hein, en disant, bah, voilà, je te donne une vice-présidence. Par contre, tu acceptes qu'on te rabote sur le poids de ton portefeuille, que la dépense puisse passer ailleurs, voilà. Et donc là, vraisemblablement, on peut penser que la France, par ses représentants, a dit d'accord, mais on garde la main sur l'investissement parce que c'est quand même notre combat depuis très longtemps, hein, voilà. Et sur la politique industrielle en matière de défense. Bon. Donc là, vous avez nettement des transactions. Il est clair que vous avez du symbole, hein. Je pense que Calas, ici, est un symbole fort. C'est évidemment celle qui a monté les positions les plus résistantes, hein, et puis qui avait acquis certain capital symbolique aussi au sein du Conseil européen, parce que lors de sa première apparition au Conseil européen, vous aviez eu une sorte de conflit ouvert, ou en tout cas, enfin conflit, le mot est fort, mais un moment de tension assez fort à l'époque avec Angela Merkel, hein. Personne d'habitude ne disait quoi que ce fût contre Angela Merkel, mais elle y était allée et ça lui avait valu, de certaine façon, le respect et par la suite l'amitié du PPE allemand, en disant bah là on a quelqu'un qui grosso modo est solide et avec lequel il va falloir compter. On connaît ses positions, là aussi très clairement on est dans le symbole puissant au bon sens du terme. La politique c'est aussi de la politique symbolique, je veux dire c'est pas une dénaturation du politique, hein, c'est consubstantiel pour prendre les auteurs classique d'une certaine façon. Donc là, bon, je laisserai éventuellement Valérie compléter sur ses portefeuilles, mais pour moi, on est vraiment dans la valorisation ici de quelque chose qui, auprès du Conseil, est acceptable, plus que, à mon avis, ici au Parlement, pour les vice-présidents. Deuxième chose sur les femmes, c'est une question très intéressante parce que d'une certaine façon, elle perd. Alors, il se trouve qu'on a avec Sophia Bordier qui est ici présente, on a fait un papier précisément sur la place des femmes dans les trois institutions, en essayant de mêler statistiquement à la fois les positions politiques, mais aussi les positions administratives, pour essayer d'avoir une configuration plus générale, si vous voulez, une constellation. Parce que c'est là aussi où se jouent les choses. Et on fait l'hypothèse en réalité que le mandat d'Ursula von der Leyen I a été le moment précisément d'un certain effet von der Leyen, au sens où son arrivée comme présidente a fondamentalement changé la donne à l'intérieur de la Commission. Il y avait toujours un décalage entre les discours de la Commission, très pro-parité pour les autres, mais un peu moins pour soi-même dans son organisation. Alors ça fait plusieurs années que ça changeait dans les politiques conduites, notamment auprès des chefs d'unité, parce que pour qu'il y ait des directrices et des directrices générales, encore faut-il qu'il y ait du middle management. Donc vous avez une tendance longue, mais vous avez aussi une accélération qui se place du côté des directeurs avec von der Leyen. Alors c'est moins le cas du côté des représentants permanents. Hein, là, dans la diplomatie traditionnelle, on a quand même un bastion très inégalitaire du point de vue du point de vue des gens, et de manière assez surprenante. On va voir si Metsola, son deuxième mandat, si les ailes qu'elle est en train de prendre vont avoir un effet là-dessus. Mais jusqu'à présent, le Parlement a très très peu bougé en réalité, et dans une structure assez inégalitaire du point de vue de ses directions. Donc je pense que oui, politiquement, le symbole, effectivement, n'est plus le même, mais il faut aller voir un peu dans la structure un peu plus profonde, pour le dire comme ça, de la Commission. Je crois que c'est dans son discours devant le Parlement européen où elle en a parlé de ça en disant qu'elle regrette qu'il n'y ait pas la parité et qu'elle fera tout pour faire en sorte qu'elle apparaisse à un moment donné, et notamment au-delà des simples commissaires. Mais alors sur les portefeuilles, ouais, moi j'ai le sentiment, mais après j'ai pas ton expertise de l'intérieur, mais pardon, on m'entend pas. Que le schéma des portefeuilles est vraiment un exercice d'équilibrisme entre les gages qu'il a fallu donner au chef d'État, très clairement, ceux qu'il a fallu donner au Parlement, et je crois, et ça fera la transition avec le troisième thème,
la volonté de la Commission européenne de formaliser la manière dont elle aborde des questions qui, a priori, ne relèvent pas de sa responsabilité, et parfois même pas de l'Union du tout. Et après, ça va prendre les gens à leur propre jeu. Mais j'ai affiché ça. Tout le monde le voulait. Vous avez accepté, je prendrai le logement en exemple, vous avez accepté qu'il y a un commissaire. Qu'est-ce qu'il fait déjà, lui, en plus du logement? Énergie. Ah oui, énergie. Ah bah oui, je suis bête. C'est par là qu'on passe. Énergie et logement. Donc, elle se ménage aussi, je pense, sa capacité d'initiative très borderline pour un puriste de la répartition des compétences, mais que les États acceptent, hein, puisque tous les textes sont votés. Juste un mot là-dessus pour rebondir, parce que ça lève une question. J'ai pas la réponse, mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose qui est très important. On peut se demander ici s'il n'y a pas une forme de concassage de toute une série de responsabilités qui relevaient précisément du Grand Pacte vert, etc. Alors, est-ce que c'est pour des raisons d'approfondissement technique de mise en œuvre, ce qui est la version positive, ou est-ce que c'est aussi pour éviter que la thématique soit aussi centrale qu'elle le fut? Vous avez une interrogation à ce niveau-là au Parlement européen dans la création de la commission santé. Hein, ça paraît très technique, les commissions, etc. C'est aussi très politique. Hein, évidemment que le passage de la sous-commission à la commission, c'est une manière de priver l'environnement qui avait prérogative et qui est jugé effectivement par les parlementaires de droite comme étant vraiment le bastion de cette gauche, incluant Renew, etc. Et donc, d'une certaine manière, bah, on édulcore un peu, on rogne un peu sur les côtés, etc. Et donc, il y a effectivement, on peut se poser la question, en tout cas, enfin, il est juste de se poser la question. La réponse, elle est difficile. Vous êtes gentil, vous m'avez fait la transition vers le troisième bloc de questions. Donc, qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur le programme de la Commission? Donc, bon, vous l'avez dit, Green Deal or not Green Deal, hein, ça va être une première question. État de droit, ça veut dire quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on a une autre manière de le traiter? Au moins, tu l'as dit. Les choses apparaissent, tu as dit, avec état de droit, on a consommateur, je crois, hein, par exemple, ou démocratie et consommateur. Bon, ça peut surprendre, mais on peut peut-être le discuter. Le projet de boussole pour la compétitivité hier, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Je lisais ce matin, je crois que la commission, enfin le commissaire, un certain nombre ont reçu une demande d'Ursula von der Leyen de ne pas hésiter à maintenant aller massivement vers des procédures en infraction dans les hypothèses où les États feraient de la surréglementation. Hein, donc là, vraiment, le message est très, très clair. Voilà, qu'est-ce que d'ores et déjà on voit apparaître? Et puis, est-ce qu'on peut le comparer surtout au programme qui a été annoncé il y a 5 ans, quoi? Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Les États sont vraiment en infraction quand ils font de la surréglementation, en fait. Non, C'est aussi le concept de surtransposition, Voilà, mais on ne va pas l'ouvrir là. Ouais, c'est. Alors, effectivement, sur le programme, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on n'en est qu'au tout début des 100 jours. Parce que dans les lettres de mission, c'est les 100 jours. Hein, dans les 100 premiers jours, les types là sont dans des starting blocks et demain, on appuie sur le machin. Ils sont, hop, lancés à toute vitesse. Alors, moi, ce que j'ai noté d'assez intéressant, donc en lien avec le rapport Draghi, la volonté de simplification législative et baisser les charges administratives, enfin, les charges induites par la réglementation et lutter contre la surréglementation purement européenne pour le moment. Alors, je suis allée quand même sur le site qui donne toutes les statistiques annuelles d'actes votés. Moi, je trouve pas que l'on vote tant que ça. Enfin, 77 textes en 2024, c'est pas... enfin, 77 règlements, c'est pas... Voilà, c'est pas énorme. Après, énormément
de textes d'application, ça on est bien d'accord. Donc, je ne sais pas, alors il va falloir que je creuse un peu toutes ces statistiques, mais là on sent qu'elle met ses pas dans le rapport Draghi, avec l'accent pour les PME et l'allègement des charges administratives. Le tout, et là c'est aussi dans les pas du rapport Draghi, la volonté, et qu'on retrouve dans toutes les lettres de mission, hein, d'être une commission d'investissement. Alors ça, moi je trouve que ça veut dire plusieurs choses, à mon sens. L'accent qui est mis là-dessus permettra peut-être enfin que les gens arrêtent de réduire l'Union à un ordre juridique normatif, parce que l'Union a toujours mené des politiques d'investissement. Hein, les politiques d'action de l'Union, c'est quand même des grands programmes. Mais là, c'est clairement affiché, avec une volonté interventionniste et de subvention, ce qui explique pourquoi tout le monde travaillera sous l'autorité du commissaire au budget. Donc, une simplification administrative et des grands projets d'investissement, ce qui ne manquera pas de poser la question, ce que la présidente indique très clairement, de faire rejaillir très très rapidement la question du budget de l'Union. Hein, puisque ne peut pas se lancer dans une énorme politique d'investissement sans savoir un petit peu quels sous on aura dans notre musette. Alors, sur la question de l'état de droit, ça c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est de l'affichage ou si c'est parce que la présidente trouve que c'est désormais le meilleur levier, mais quand elle en parle, c'est essentiellement en lien avec le règlement conditionnalité. Mais on n'a plus, alors moi j'avoue que ça me satisfait assez parce que l'intitulé du portefeuille avait un écho étrange dans mes petites oreilles. On n'a plus le magnifique portefeuille mode de vie européen. Je ne m'en plaindrais pas, sauf que voilà, c'était aussi à travers lui qu'il y avait cette défense des valeurs, etc., d'une manière probablement très maladroite. Mais voilà, l'état de droit est un élément parmi d'autres. Un élément parmi d'autres. Après, la question de la réintégration du Green Deal. Alors ça, j'en sais rien. Parce que parfois, je me demande si le Green Deal n'est pas devenu la boîte à sel dans laquelle on pioche et hop, on va saupoudrer du sel sur tous les plats qui sont sur la table, parce qu'en fait, on retrouve la mention des objectifs afférents au Green Deal dans la lettre de mission au titre de la partie générale, c'est-à-dire que va faire cette nouvelle Commission européenne, et selon les missions spécifiques, elle rappelle cette nécessité de transition écologique. Et d'un autre côté, si on regarde les autres discours qu'elle a pu prononcer, je crois aussi qu'on est peut-être passé dans une phase plutôt très technique du Green Deal, avec des textes qui vont relever de politique RDT, santé, agriculture, etc. Et donc, c'est vraiment dispatché. Mais il n'y a plus cet effet d'annonce. Ensuite, ce qui me paraît assez intéressant, et c'est sur les questions pour lesquelles on peut s'interroger sur est-ce que cela relève véritablement d'une politique de l'Union. Je vais prendre la question du logement, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de compétence de l'Union en matière de logement, sauf que depuis déjà quelques temps, et notamment au bénéfice du plan de relance, c'est dans les items que les États doivent cocher pour obtenir les sous et dans les actions, la définition des objectifs, c'est certes une transition énergétique, mais vous avez toujours la petite ligne après, à prix abordable pour le citoyen. Et donc, on commence à avoir tout
toute une série de financements, et c'est pour ça que je trouve intéressant qu'on mette l'accent sur les politiques d'investissement, toute une série de financements qui sont clairement fléchés, logement abordable, sous couvert de transition énergétique. Et c'est ce à quoi je pensais tout à l'heure en disant que l'architecture de la Commission montre cette manière d'appréhender les questions. C'est au travers d'une politique incontestable, protection de l'environnement, mais on peut avoir la même chose avec la santé ou d'autres politiques, on va rajouter un item qui va être à satisfaire pour obtenir le financement européen et un item qui ne relève pas d'un domaine de compétence de l'Union, mais qui a donné lieu à des grands programmes. Et on a un programme d'action de l'Union, programme pour un logement décent et abordable. Donc, on voit se dessiner, alors je ne dirais pas une politique du logement, mais quand même une incitation des États par l'Union européenne et sur une question qui ne relève pas des compétences de l'Union. Mais ceci étant dit, je pense que c'est avec la bénédiction des États, lesquels ne manqueront pas dans quelques années, quand ça les embêtera, de revêtir leur coquille d'œuf et de jouer Calimero et de dire c'est la faute à la méchante Union. Très clairement, moi j'interprète la configuration actuelle de la Commission comme une bénédiction, comme un blanc-seing des États pour ces actions un peu limites, mais par la bande et au travers d'une politique incontestable. Voilà mes pop-up. Didier. Oui, oui, ben, là encore, alors on est en débat, mais on n'est pas très en controverse. Hein, on a une lecture qui part des bouts différents finalement. On retrouvera. Non, pour être plus sérieux, donc j'ai risqué tout à l'heure le concept de champ oscillant. Donc il faut être un peu effectivement sensible ici à cette question. C'est un peu Green Deal contre Black Deal. D'une certaine façon, radicalisons un peu l'hypothèse. Et donc, de quel côté ça va tourner? Est-ce qu'effectivement, on va osciller et quel impact ça va avoir? Il me semble effectivement assez clair que la question du Green Deal est complètement centrale aujourd'hui, même si on est quand même un peu, on a le regard un peu masqué par une certaine fumée. Alors je vais m'expliquer. Bon, d'abord, deux, trois choses là aussi. Bon, il faut être juste dans l'analyse. On sait que les tournants de politique publique ne sont pas seulement le sous-produit d'une situation purement politique. Hein. Il y a des tas d'ingrédients précisément qui accompagnent tout ça. Alors, on peut déjà prendre une première distance par rapport à cette hypothèse du champ oscillant qui consiste à dire, là encore, Nathalie Braque l'a montré, que dans la législature précédente, on avait déjà eu sur les questions migratoires, notamment précisément des alliances ici et là sur la droite, hein, contre précisément la gauche. Bon, deuxième chose, l'agenda de la commission, là encore, c'est une procédure très... je partage encore ce que tu viens de dire, c'est-à-dire d'une certaine manière, la commission se lie les mains, mais elle lie les mains de ceux qui l'investissent. Et donc, on a effectivement les 7 priorités ici qui ont été édictées depuis longtemps, qui sont parfaitement en phase avec les priorités qui sont toujours, ça ne vous a pas échappé, données par le Conseil comme feuille de route de la Commission, dans lequel la Commission quand même est invitée à s'inscrire assez fortement. Hein. Et donc là, on a une sorte de trend, si vous voulez, qui est déjà d'une certaine manière fixé. Ce trend, par ailleurs, dépend d'un contexte politique ou d'un cadre politique qui est celui des présidentes tournantes. Ça, c'est assez intéressant parce que là, on a la présidente effectivement polonaise et
et on aura celle du Danemark après. Danemark est là encore l'un des rares pays social-démocrates. Donc on peut se dire que ça a plutôt contrebalancé le côté Black Deal, si vous me permettez l'expression, parce que je ne pense pas que Tusk ait envie d'ouvrir une avenue précisément à son opposition en Pologne. Et la même chose vaut pour le Danemark. Donc il y aura forcément ici des gages, je pense, maintenus par les présidences tournantes. Et puis, là encore, indépendamment des facteurs politiques ou institutionnels ici, l'agenda, c'est le produit d'une lecture, ou en tout cas des diagnostics dominants sur la situation économique. C'est plus généralement le sous-produit d'un moment idéologique ou d'un stock d'idées qui sont dominantes dans les grandes organisations internationales, dans les think tanks. Et là, le GIS a organisé un excellent événement sur la question du rapport Draghi. Il est très clair que les rapports l'État et Draghi sont assez centraux dans cette affaire. D'ailleurs, ils sont invoqués constamment, peut-être un peu à tort et à travers, mais on y reviendra. Et puis enfin, vous avez une conjoncture politique dont il ne vous a pas échappé non plus que ces dernières semaines, elle s'est considérablement accélérée, et vous avez des choses qui bougent. Sur la question de l'investissement, par exemple, les pays frugaux qui sont les plus proches de la Russie sont en train de dire à l'Europe, OK, mais nous, on est d'accord pour des emprunts communs parce qu'il va nous falloir financer une défense très, très rapidement. Très, très rapidement. Et là, c'est pas l'appel au privé. Vous avez vu que la BEI a libéré 2 milliards hier ou avant-hier, précisément pour les investissements en matière de défense. 2 milliards, on pense que Poutine doit trembler. Mais en tout cas, donc, en disant il faut des investissements massifs, etc. Et donc là, vous avez quelque chose qui bouge sur la notion d'investissement, mais ce sera peut-être moins des investissements pour le Green Deal et la transition juste que des investissements précisément sur l'industrie de la défense, y compris pour pouvoir acheter du matériel militaire américain pour calmer la bête, comme on l'a entendu ici ou là. Donc bon, c'est à voir. Toujours est-il que la comparaison, là encore, du programme de la dernière fois et du programme de la Commission de cette fois-ci, effectivement, donne à penser qu'on a une vraie inflexion paradigmatique, au sens où, effectivement, on passe de transition juste, une transition très marquée rose-verte, et beaucoup plus marquée rose-verte par la présidente UVDL que ce qu'était son Parlement et son PPE déjà à l'époque. Il faut vraiment avoir ça en tête. Elle était décalée, beaucoup plus au centre que son PPE. Bon, ben ici, on sent que elle se recentre un petit peu sur sa droite, précisément, et on est... voilà, alors dans quelque chose, tu parlais de communication tout à l'heure, moi j'aurais envie de parler, c'est la politique de l'oxymore, c'est-à-dire vous avez beaucoup de choses, on connaît ce que sont les arbres de Noël dans les propositions européennes, c'est-à-dire il faut une boule rouge, une boule bleue, etc. Et d'une certaine manière, chacun apporte quelque chose. Là, on est un peu dans une politique de l'oxymore avec toute une série de nouveaux concepts, compétitivité durable, politique industrielle décarbonisée, etc., qui donnent à voir, correspondent aux attentes de droite et de gauche. L'investissement fait question. La question de l'équilibre entre les transitions jumelles, qui était cardinale vraiment dans la conception de la présidente de la commission. Il y a eu beaucoup de textes publiés par la commission, notamment à un moment donné où Nicole Dovendre était son attachée de cabinet précisément sur ces questions-là, pour parler de la question de l'équilibre entre les transitions jumelles. Donc d'un côté, effectivement, intelligence artificielle, investissement dans les nouvelles technologies, qui sont très consommatrices et destructrice de la planète, et de l'autre côté, Green Deal. Et donc, comment on fait converger les deux? Là, cette problématique-là, tout d'un coup, elle est masquée au profit d'une course en avant, précisément dans la compétitivité, en particulier sur les nouvelles technologies, dont on ne sait pas précisément jusqu'où l'Europe est capable de la mener. Et puis, vous avez la même chose sur la question de l'agriculture, durable et compétitive. Donc là encore, politique de l'oxymore. Alors,
Donc, on est plutôt dans un moment difficile à lire. En même temps, il faut bien dire que la boussole de compétitivité qui est parue il y a 2 jours, là, pour le coup, est nettement moins ambiguë. Hein. C'est-à-dire qu'on est complètement dans la déréglementation, on est la simplification administrative, la compétitivité à tout champ, etc. Enfin, les gens de la bulle me disent, mais on n'a pas vu ça depuis Barroso. Et donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important en disant, bon, bah, alors on prend une partie de Draghi, mais précisément la question des investissements, elle est différée. Alors, l'argument de la présidente n'est pas complètement absurde en disant, avant de décider de l'investissement, encore faudrait-il savoir où on va investir et qu'on ait un accord là-dessus. Elle a fondamentalement pas tort. Mais c'est vrai que d'habitude, les deux pôles s'équilibrent précisément et politiquement, je pense qu'il y a quand même un signal très très fort précisément avec une boussole qui, dans sa philosophie, est aussi radicale et probablement dans ses effets. Alors, si on lit la situation politique au travers de ce qui est sorti effectivement il y a 2 jours et un ensemble encore de micro-transformations qui ont eu lieu ces 15 derniers jours, vous avez quand même un ensemble de choses intéressantes. Bon, par rapport à la boussole de compétitivité, les réactions à gauche sont très très froides. Je veux dire, bon, alors il y a eu une négociation pour remettre du Green Deal, pour etc. Et la Commission probablement là encore a cherché à rassurer par cette politique de l'oxymore. Enfin, quand vous lisez quand même le texte d'Irache Garcia sur le site des sociodémocrates, vous avez quand même une critique très très forte précisément de cette boussole de la compétitivité. Est sortie hier encore une critique de la Confédération européenne des syndicats en disant mais on est en train de revenir précisément sur tout ce qui a été élaboré ces 15 dernières années et donc attention, et nous les syndicats on ne marchera pas. Et puis curieusement, à l'inverse, dans un beau mouvement de balancier de symétrie structurale, Business Europe se félicite et la plupart des think tanks libéraux évidemment de ça. Donc si on compare à Juncker, si on compare à Ursula von der Leyen, on est vraiment dans quelque chose qui est une rupture. Hein. Il faut voir jusqu'où ça va continuer, jusqu'où ces forces résistantes, d'une certaine manière, vont pouvoir s'exprimer. Voilà. Alors le problème, justement, jusqu'où ces forces résistantes peuvent s'exprimer, il y a 2 éléments ici qu'il faut prendre en compte et qui sans doute, là encore, ne vous ont pas échappé. La première, c'est que vous avez une pression sans précédent de l'extrême droite. En 15 jours, vous avez eu l'élection de Mateusz Morawiecki à la tête de l'ECR, l'ancien président du Conseil polonais, qui immédiatement a parlé de former une coalition avec le PPE et les Patriotes. Donc c'est quand même pas rien. Cet ECR que le PPE nous présente comme finalement très fréquentable, etc., indique très clairement quelle est sa boussole à lui. Et sa boussole est très clairement de ce côté-là. Et puis, vous avez eu le coup de Jordan Bardella en début de semaine, dans sa lettre ouverte précisément aux parlementaires, qui propose une grande alliance contre le pacte vert, qui est taxé d'idéologie de gauche, etc., et qu'il faut combattre. Et là encore, il invite tous les conservateurs européens, donc d'une certaine manière, là encore, il se démarque de son étiquette patriote. Nous sommes des conservateurs pour rassembler précisément contre le pacte vert. Vous avez quelque chose d'assez virulent, mais voilà. Alors, évidemment que le PPE ne va pas dans ce sens-là, etc. Mais vous sentez qu'il y a un pôle et un aimant ici qui est beaucoup plus fort qu'auparavant. On disait l'extrême droite divisée, elle était dans un truc avec beaucoup de non-inscrits, de trucs très faibles, etc. Là, c'est 3e et 4e force avec un investissement dans le Parlement européen, parce que d'habitude, ils étaient très absents, hein, je veux dire, quelques tweets, etc., et 2-3 photos au Parlement pour montrer que, nationalement comment on avait défendu des positions. Là, ils sont beaucoup plus présents. De oui-dire, on entend qu'il y a des conversations quand même extrêmement régulières avec le PPE, etc. Et puis, last but not least, mais ce sera last quand même, c'est dire que vous avez, je ne sais pas si vous avez suivi ça, en tout cas ceux qui suivent les questions de moralisation de la vie politique,
vous avez un tournant très, très intéressant. D'habitude, c'est plutôt un combat de gauche, hein, d'une certaine manière, qui critique le poids des lobbies, des industries, etc. Là, ça devient un combat de droite, très clairement, et d'extrême droite, puisque depuis fin décembre et début janvier, vous avez toute une polémique autour des ONG, et notamment les Green Ten et quelques autres, pour dire, mais ces gens sont financés par la Commission européenne pour défendre des positions qui sont des positions très à gauche, très pro-écologistes, etc. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. Et comment se fait-il précisément que la Commission finance des gens qui l'incitent à aller plus avant sur la question du Green Deal? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait l'objet de prise de position du PPE à la COCOBU, enfin à la Commission de contrôle budgétaire, au départ dans le cercle, dans la bulle. Hein. On sent que c'est une affaire qui est en train de sortir parce que donc, dans un rapport qui était ECR-PPE au départ. Là, on voit bien que Patriote, vous avez un papier qui est sorti hier dans le journal du dimanche, bon, qui n'est pas le journal le plus à gauche en France, je pense que vous êtes au courant, qui montre très bien qu'on a une mobilisation de l'extrême droite qui crie au scandale précisément sur le Green Deal. Donc, si vous évaluez les choses du point de vue de la conjoncture politique, c'est assez chaud précisément sur cette question. Et on entend dire, c'était le cas de Politico hier, qui dit, attention, la prochaine cible, c'est Transparency International. Et on voit bien que là, vous avez, sous couvert précisément de meilleure réglementation des conflits d'intérêts et de transparence précisément du lobby. Alors, comme on sait qu'il va y avoir une grosse bataille autour des lobbies industriels, surtout dans le contexte de la déréglementation. Tac, là, on va vraiment mettre sur l'autre côté, c'est-à-dire du côté des Verts, la pression. Donc, tout ça donne des indicateurs, certes, un peu micro, fragiles, enfin, qui ne sont pas extrêmement favorables hein, au Green Deal. Oui. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose, il y a eu beaucoup de choses, hein, c'était très riche, vraiment, merci infiniment à tous les deux. Je vous propose qu'on ouvre la discussion. Peut-être une ou deux questions dans la salle, le temps que celles et ceux qui sont à distance, s'ils le souhaitent, écrivent dans le chat. Rémi est là. Alors, une première question. Quelle analyse font nos intervenants des annonces de suspension de la directive devoir de vigilance, de la révision des directives ESG en général et plus largement encore de toutes les directives qui mettent en place des freins aux politiques économiques au sens large ultralibéral? Il y a également une autre question. Le fait qu'Ursula von der Leyen impartisse dans les lettres de mission des missions manifestement en dehors des compétences non seulement des commissaires, mais de la Commission elle-même, n'est-ce pas un signe d'un manque de connaissance des équilibres de pouvoir et de compétences dessinés par les traités plutôt qu'une tentative de la présidence de la Commission de capter du pouvoir du Conseil, PESC ou des États membres? Enfin, que pensez-vous du portefeuille de Maroš Šefčovič, chargé entre autres des relations interinstitutionnelles et de la transparence dans les rapports Commission-Parlement européen? Rémi, est-ce que, je ne sais pas qui veut, dans l'ordre que vous voulez. Valérie, tu réfléchis? Où tu vas? Allez, vas-y. Sur la question manque de connaissances, répartition des compétences, ça, j'y crois absolument pas. Je n'y crois mais alors pas une seconde. Au contraire, je crois qu'Ursula von der Leyen s'est remarquablement bien jouée avec les dispositions du traité. Et les États la suivent. Hein, pour preuve, moi, ce qui m'avait un jour valu un réveil assez surprenant, j'entends à France Info, qui est mon réveil, hein, la Commission européenne propose une directive sur le salaire minimum. Je m'emmerde. Dans le traité, c'est quand même bien écrit que les questions de rémunération ne relèvent pas de la politique sociale de l'Union. Donc je me dis, soit Ursula a un traité différent du mien, soit
une révision m'a échappé, soit elle est d'une rare intelligence, et elle est d'une rare intelligence. Elle a mis ça sous condition de travail, évidemment. Et donc, ça relève. Donc, non, moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait une méconnaissance. Et d'ailleurs, de personnes, les États incitent à cela. Enfin, ils ne critiquent pas. Alors, les chefs d'État ne critiquent pas. Par contre, si je prends par exemple là où on en est aujourd'hui, des débats sur la BITDE, donc l'appréhension des questions de défense par la politique de l'industrie, là c'est le Sénat français qui est en train de dire il y a une PESC. Je trouve curieux, mignon de dire ça, je trouve curieux que la Commission européenne n'en parle pas. Donc, et là, le rapport du Sénat sur le projet des 10 met clairement le doigt sur le problème, c'est que les chefs d'État acceptent ces empiètements de compétences. Enfin, voilà, eux, de toute façon, ils veulent agir. Et à partir du moment où ils trouvent que c'est plus malin d'agir en commun au niveau de l'Union, ben, banco, on le fait, on habille juridiquement le bidule. Et si 3 ou 4 ans plus tard, quelqu'un râle, bon, ben, on avisera. Donc non, moi, j'y crois pas à la méconnaissance, au contraire. Devoir de vigilance, suspension, eh bien, je crois que là, pour le moment, on sent qu'il faut donner des pseudo-gages et dire on reverra peut-être notre copie, mais ça montre bien, enfin, c'est tout le mouvement de dérégulation. Et autant Ursula von der Leyen me semblait à une époque avoir une certaine fibre sociale, là, je suis pas sûre qu'elle l'est encore. Enfin, ça fait partie de ce recul. Après, j'ai oublié la troisième question, mais Didier doit s'en souvenir, j'en doute pas. Il y avait une question sur Šefčovič, qui est en effet un commissaire extrêmement intéressant. Et donc là, il y a deux lectures de la situation, temporalité longue et temporalité courte. Temporalité longue, c'est un mandat qu'il a déjà exercé. C'est au moins la troisième fois qu'il exerce cette compétence des relations interinstitutionnelles. Šefčovič, chaque fois, prend garde de se faire élire au Parlement européen, enfin, fait partie des gens qui, effectivement, dans le domaine interinstitutionnel, comptent. Compte, et il comptait beaucoup aussi. Voilà, bon, alors, il comptait aussi beaucoup en tant qu'ancien socialiste. Mais justement, son nouveau statut, d'une certaine manière, d'indépendance est, je pense, assez intéressant parce qu'il lui permet, il y a une sorte d'effet de situation, si vous voulez, qui lui permet de parler aussi bien très à droite que aux socialistes qui continuent de le respecter en tant que personne, et aux gens du PPE qu'il a très largement fréquenté dans son mandat antérieur en tant que en charge des relations interinstitutionnelles. Donc je pense que d'une certaine manière, il est assez instrumental dans cette position-là. Ça lui permet de confier à quelqu'un un portefeuille dans lequel elle aura complètement confiance, dans lequel sa situation donc politique est raccord avec sa lecture du jeu du jeu politique. Donc on a un grand classique. Il faudra voir ce qu'il fait, mais c'est un peu la bonne personne à la bonne place d'une certaine façon dans le calcul de Van der Leyen au moins. Merci. Oui, sur la question du devoir de vigilance et de la directive, moi, la question que je me pose, c'est combien de temps on va aussi ouvrir le débat de la déréglementation sur la question numérique. Bien sûr. La pression américaine est telle que ce sera probablement le prochain bloc de texte breton est perçu comme français et le fait que breton et le conflit breton expliquait peut-être déjà ça. Alors, maintenant, on peut passer dans la salle. Merci beaucoup. J'avais juste une question. J'ai pas bien compris la phrase de Didier. Plus personne ne contrôle les directions générales depuis le départ de Breton. Est-ce que tu peux revenir? J'ai entendu ça parce que du coup, si j'avais bien noté par rapport à Juncker et par rapport à Van der Leyen 1, avec la disparition des VP qui ne sont pas exécutifs, du coup, tous les VP ont un accès direct à la DG. Donc, du coup, pour moi, c'est plutôt l'hypothèse inverse, que du coup, ça peut renforcer des formes de contrôle qui n'existaient pas auparavant au vice-président, qui n'étaient pas exécutifs et qui sont tous désormais exécutifs.
Oui et non. C'est-à-dire quand on regarde l'empilement précisément des vice-présidences et des postes de commissaires, les directions générales sont partagées. Donc c'est ça que je veux dire. Pourquoi? Comment ça se passe quand une direction générale est partagée? Généralement, on demande l'arbitrage au cabinet de la présidente. C'est je sais pas, la plupart, en tout cas, il n'y a plus véritablement de système tubulaire. Je disais, la situation de Breton était extraordinaire parce qu'il avait précisément 3 directions générales sous sa responsabilité, avec une position de force. Moi, j'ai le sentiment que dans la nouvelle organisation aujourd'hui, alors après, on peut voir effectivement dans le détail, mais on a fait en sorte que précisément l'overlap oblige à l'arbitrage précisément du cabinet de la présidence. Et donc, pour moi, c'est une prise de contrôle par la présidence au détriment précisément des commissaires et de leur capacité tubulaire. Hypothèse, hein, à continuer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Rémi, je ne sais pas s'il y en a sur le chat. Il y en a? Alors, une question pour Didier Georgakakis. Le fait que la Hongrie a assumé la présidence du Conseil de l'UE jusqu'en janvier 2025 a-t-il joué un rôle dans le processus de désignation des commissaires en le retardant ou en le rendant plus sensible d'un point de vue politique? La présidente von der Leyen a-t-elle tenu compte de ce leadership tournant au Conseil au cours du processus de désignation ou est-ce que c'était un fait secondaire dans cette conjoncture politique? Pour le coup, je vais avoir une réponse très institutionnaliste. La nomination des commissaires, c'est le Conseil européen, ce n'est pas le Conseil de l'UE. Donc, d'une certaine façon, ici, je pense que vous avez eu un découplage complet précisément de cette question par rapport à la présidence de la Hongrie, qu'il fallait d'une certaine manière encadrer, tout en, etc. Donc un art assez subtil en matière de politique publique, mais du point de vue de la grande politique, on est vraiment du côté du Conseil européen. Je ne pense pas que les deux aient interféré à aucun moment ici. Alors, une autre question. Comment interprétez-vous le fameux silence pneumonique de von der Leyen au moment de la prise de fonction de Trump et de ses déclarations sur le Groenland? Oui, là, bon, alors, ma réponse va être prudente. Je pense qu'elle était vraiment malade. Donc, il faut. Vraiment. Et donc, je ne sais pas, là encore, si vous voulez, la bulle bruxelloise bruisse de toute une série de choses. Donc, mais elle était même bien malade. Et donc, il y a un moment donné où, effectivement, donc je ne suis pas sûr qu'une prise de position aussi importante de la présidente, etc., était tactiquement complètement jouable compte tenu de ce facteur. Donc peut-être qu'elle a préféré le retrait, et je l'interpréterais plutôt comme la rencontre entre la difficulté du dossier et son état de santé, plutôt qu'une sorte de prudence simplement tactique. Oui. C'est une hypothèse, une spéculation là même. Hein. Après, c'est dur de décrypter, je trouve, la parole d'Ursula von der Leyen sur les questions internationales. Parce qu'elle a été vraiment ultra présente. Alors, à vue de nez, c'était quand même pas elle de l'être, ni en Ukraine, ni en Palestine ou autre. Peut-être que là, elle se met aussi un peu en recul, parce elle s'est quand même là fait botter sérieusement les fesses. Voilà. Sa prise de position avait. Autant on trouvait très bien qu'elle le fasse en Ukraine. Après, elle a peut-être dépassé quelques limites en ayant des positions tellement éloignées de celles des chefs d'État que peut-être elle attend, parce que là, elle sent bien aussi que sur ce fait, mais même nos chefs d'État sont cruellement silencieux, pneumatiques. Donc voilà, peut-être qu'elle attend aussi que quelque chose se dessine. Hein. Je pense que là, il faut. Enfin, bon, c'est un cas extrêmement compliqué.
il y a évidemment plusieurs choses qui viennent jouer. Il y a un concept que les sociologues goffmaniens utilisent, c'est la continuité de la face. Et vous avez quelqu'un qui, d'une certaine manière, s'est quand même montré très pro-américaine pendant l'essentiel de son mandat. Hein. Ouvertement, ça agaçait même, là encore, dans les couloirs des institutions, en disant, mais bon, elle anticipe toujours, etc. Elle ne peut pas complètement, du jour au lendemain, tourner kazakh, d'une certaine manière, etc. Le deuxième élément, qui est encore évidemment plus lourd, mais là, c'est la question du contexte géopolitique, et on a entendu la position de Kallas, que feraient les pays baltes sans le soutien américain. Donc, je veux dire, là, pour le coup, l'Europe est désarmée au sens premier, enfin, dans tous les sens du terme. Donc, attendre qu'une position, justement, très marquée, viriliste, Trump contre je ne sais pas qui, oula, enfin, il faut regarder quelle est la réalité ici de la situation. Bon, Christine Lagarde avait déjà, il y a quelque temps, indiqué qu'il pourrait y avoir un deal, effectivement, sur la question de l'achat d'armement ou des politiques commerciales, ou etc., en disant, bon, Trump, finalement, c'est quelqu'un qui négocie, et donc on envisage cette question-là. Bon, j'ai là un peu le sentiment que c'est la position qui est en train de triompher du côté de Van der Leyen et de Kallas. Alors après, on peut le regretter, mais enfin, là, c'est toujours la question sur l'Europe. Enfin, excusez-moi d'y revenir, mais on fait toujours comme si l'Europe était un État, une puissance, etc. Non, tout ça, c'est du wishful thinking. Enfin, c'est un processus de long terme. L'Europe n'est pas du tout dans une capacité où, sur ces questions-là, elle peut s'opposer de manière évidente, précisément, et surtout pas aux États-Unis, et non pas simplement, comme on le dit toujours, du fait de ces divisions internes. Oui, il y en a toujours eu, il y en aura, mais en général, on termine par un consensus. Mais parce qu'elle n'est pas dotée, et pas seulement juridiquement, mais là, on quitte le soft power, on rentre dans le hard power. Donc, c'est une autre dimension, et ben, on peut le noter, mais regretter des prises de position supposément courageuse dans un contexte aussi compliqué, bon, je trouve que ça nous met dans un porte-à-faux qui n'est pas complètement tenable. Il y a une dernière question? Eh bien alors, écoutez, je vous propose d'arrêter en remerciant vraiment, oui, je crois qu'on peut les applaudir. Un très grand merci, c'était vraiment passionnant. À mon avis, ça va ouvrir. Et montre le troisième pour la troisième fois. Voilà, ça donne juste de nouvelles idées pour de prochains séminaires. On a de quoi discuter longuement. Donc, un grand merci vraiment à tous les deux. Merci à Rémi de l'organisation, comme d'habitude. Et merci à tous et toutes d'être venus. Très bonne fin de journée. Au revoir.